Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconf sur l'encadrement des étudiants infirmiers par les IDEL, puisque vous êtes nombreux à accueillir des étudiants infirmiers lors de stages dans vos cabinets. Tout d'abord, je vous remercie d'être si nombreux pour cette webconférence, suffisamment et tellement nombreux que nous avons dû couper les micros pour ne pas être perturbés, mais nous attendons quand même impatiemment vos questions que vous pouvez écrire tout au long de cette webconf par l'onglet que vous avez. Donc, si vous allez sur la flèche rouge, vous allez déboucher sur le panneau de configuration. Et là, en descendant un peu, vous aurez un onglet questions sur lequel vous pourrez taper vos questions qui arriveront directement à notre back-office qui me les retransmettra par la suite. Voilà. Aujourd'hui, au back-office, nous avons Soraya que vous verrez à différents moments qui m'accompagne et m'épaule sur cette conférence. Alors, écoutez, pour commencer, si vous le souhaitez, moi, je vais peut-être me présenter. Hop. Je suis à vous dans un instant, dès que je trouve comment on fait défiler les diapos. Soraya, s'il te plaît. Merci, Soraya. Tu es magique et indispensable. Donc, moi, je ne suis pas à l'aise avec le numérique, comme vous pouvez le constater, mais je suis néanmoins Nadège Martin, donc cadre infirmière. J'ai été pendant quelques années formatrice en institut de formation en soins infirmiers. J'ai expérimenté aussi quelques dispensations d'enseignement pour les aides-soignants. Et actuellement, donc, je travaille en tant que conceptrice pédagogique multimédia pour Santé Format Pro, à l'origine de ce congrès virtuel auquel vous assistez aujourd'hui. Alors, on a choisi de vous faire une webconférence sur le tutorat infirmier adapté à l'exercice IDEL, puisque autant les formations regorgent en ce qui concerne le tutorat infirmier pour les infirmiers lambda, mais on s'est dit que pour les IDEL, il n'y en avait pas pléthore. Or, vous accueillez, comme je le disais au début de cette webconf, beaucoup d'étudiants. Et en plus, vous avez la particularité d'avoir un exercice qui permet de multiplier les activités de soins à domicile en ayant en plus à côté une activité administrative qu'on ne trouve que dans votre exercice libéral. Et c'est donc primordial et très intéressant pour nos étudiants infirmiers. Par ailleurs, je peux comprendre que ce nouveau référentiel, comme on dit, bien qu'il date de 2009 et qu'il ne soit plus tout à fait aussi nouveau que ça, puisse en décontenancer certains d'entre vous, surtout s'il le compare à celui de 1992 et où on entend un peu dire par-ci et par-là que les étudiants infirmiers de nos jours sont moins bons que ceux d'avant ou moins bien formés. Donc, sur cette webconf, je vous propose qu'on fasse le tour un petit peu de ces a priori et de ce qu'est le référentiel de formation aujourd'hui et de ce que vous pouvez en tirer comme enseignement pour l'encadrement des étudiants infirmiers que vous allez recevoir. Hop là. Donc, le programme, je vous propose qu'on commence par des rappels sur le référentiel de formation 2009. Pas dans le détail puisque c'est un petit peu long, mais plutôt pour au niveau des approches et des paradigmes qui servent de support à cette formation. Et puis ensuite, on va plutôt rentrer dans la pratique avec ce que ça implique pour vous, les IDEL, dans le tutorat des étudiants infirmiers. Et une troisième partie, peut-être plus pratico-pratique, mais qu'on évoque moins, et que moi je connais de très près par ailleurs par l'expérience que j'ai eue en IFSI, sur les écueils possibles du tutorat et sur les difficultés qu'on peut avoir avec un étudiant infirmier en stage et surtout comment y remédier et comment s'en sortir. Allez, c'est parti, accrochez-vous à vos sièges, on va partir sur le référentiel de formation 2009, on part dans la législation et la théorie. N'ayez pas peur, vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc, ce référentiel de 2009, il a comme changement prioritaire d'être universitarisé. C'est dur à dire, mais c'est pas dur à comprendre. C'est que finalement, dans le but d'une harmonisation européenne des cursus, il a été choisi que la formation infirmière soit elle aussi dépendante et rattachée à l'université, donc qu'elle ne soit plus découpée en modules, mais en semestres. Chaque semestre équivalent à un nombre de crédits européens qu'on appelle ECTS,
c'est un acronyme anglais hein, que je ne vais pas vous faire l'affront de vous énoncer là, mais c'est ECTS, donc les étudiants en acquièrent 30 par semestre, et pour être diplômé infirmier, il faut donc avoir fait les 6 semestres et avoir 180 ECTS. Jusque-là, ça va. Alors, cette harmonisation européenne, elle fait suite aux accords de Bologne et elle avait pour but de permettre aux étudiants infirmiers d'obtenir un grade licence pour qu'ensuite ils continuent leurs études dans les passerelles qu'ils voulaient sans être pénalisés, puisque jusque-là, en fait, la formation infirmière durait 37 mois, mais équivalait à un bac plus 2, ce qui était quand même très injuste. On a beaucoup manifesté contre ça. Et puis, c'est l'idée aussi que les infirmiers français puissent aller travailler en Espagne ou aux Pays-Bas, de même que les infirmiers allemands ou portugais puissent venir travailler en France. Donc, théoriquement, nous avons tous la même équivalence diplôme. Après, je ne vais pas vous faire l'affront de vous laisser penser que tous les infirmiers sont formés pareil, puisque vous le savez, même entre chaque IPSI, finalement, le niveau d'exigence n'est pas le même. Ce qui est modifié aussi, c'est que les stages sont certes moins fréquents, mais ils sont aussi beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez au moins 4 stages par an sur différentes typologies. Actuellement, vous avez un stage par semestre. Donc, 2 stages par an, si vous m'avez suivi. Il y en a même 3 en dernière année de stage, mais ces stages sont plus longs, c'est-à-dire que sur le référentiel de 92, vos stages duraient 4 semaines, là, ils durent 10 semaines. Alors, ça répond à une double injonction de pouvoir encadrer correctement les étudiants. Et pour ça, on sait que les équipes étant en difficulté parfois pour encadrer comme elles le souhaiteraient, aussi bien qu'elles le souhaiteraient les étudiants infirmiers. Ils ont choisi que les stages soient plus longs parce qu'un turnover toutes les 4 semaines faisait qu'ils avaient à peine le temps de s'adapter à un étudiant, à là où il en était, à le connaître un peu mieux pour le faire progresser, que déjà il passait à un autre. Donc c'était sans doute épuisant et peut-être démotivant pour certaines équipes, y compris pour les étudiants qui en fait commençaient à être à l'aise dans leur stage au moment où ils devaient en partir. Donc, voilà la première raison qui fait que les stages sont plus longs pour soulager les équipes qui encadrent. Et la deuxième, c'est aussi pour soulager les étudiants infirmiers et leur permettre de s'approprier vraiment le lieu de stage, non pas uniquement sur les activités, mais sur tout ce qui relève aussi de la compétence infirmière. C'est-à-dire que vous le savez très bien, il ne suffit pas de savoir faire une prise de sang pour être compétent dans les prélèvements intraveineux. Il faut prendre en compte qui est le patient, qui est ce patient-là, comment j'interviens dans son environnement, comment j'interviens aussi dans l'équipe, à quel moment, etc., etc. Et que tout ça, on peut supposer très aisément qu'il faut du temps pour s'en rendre compte, le percevoir et le mettre en application. Cette formation est donc basée sur l'alternance. Il y a effectivement autant de temps de théorie, donc 2100 heures, que de temps en pratique, 2100 heures de stage aussi. C'est vraiment une des pierres angulaires de cette formation d'être axée sur l'apprentissage et sur l'apprentissage par alternance. Bergson disait de l'alternance que c'était indispensable parce que la théorie sans la pratique, elle est impuissante, et la pratique sans la théorie, elle est aveugle. Et comme nous, on n'a pas envie d'avoir des infirmiers ni impuissants ni aveugles, finalement, on trouve plutôt pas mal de conjuguer les deux sur des terrains de stage qui sont obligatoires sur 4 typologies. La première, c'est soins de courte durée, donc ce qu'on appelle communément le MCO. La deuxième, c'est les soins de longue durée. La troisième, c'est la psychiatrie et la santé mentale. Et la quatrième, qui vous concerne les IDEL, c'est la typologie sur les lieux de vie. Alors, entre parenthèses, je tiens à vous préciser qu'il y a certains services de SSR, donc de soins de suite et de rééducation, qui, suivant les activités de soins prévalentes dans leur service, peuvent être considérés ou comme des soins de longue durée ou comme des soins de courte durée. Tout dépend en fait des activités de soins prévalentes. Donc, on a vu que dans cette formation, il y avait des stages moins fréquents mais plus longs, qu'elle reposait sur l'alternance. Et un des axes qui change le plus, c'est l'approche par compétences.
Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, figurez-vous que à partir des compétences qui ont été déclinées pour les infirmiers, donc on a le Code de santé publique référence le décret de compétences des infirmiers. En fonction de ça, a été fait un référentiel d'activité, puis un référentiel de formation qui doit permettre aux futurs professionnels, lorsqu'ils auront acquis toutes ces compétences, donc les 10, de pouvoir exercer en tant qu'infirmier et donc de réaliser les activités infirmières pour lesquelles ils sont mandatés. L'approche par compétences, c'est vraiment un processus très différent de celui qu'il y avait précédemment. C'est vraiment une autre manière de penser l'apprentissage, puisque là, on considère que il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et qui transmettent à ceux qui ne savent pas, mais qu'il y a plutôt un ensemble de savoirs qu'on mobilise ensemble pour construire ensemble une nouvelle pratique. C'est-à-dire que si moi, je suis infirmière et que je reçois un étudiant infirmier, je ne vais pas considérer que j'ai la science infuse, que lui ne sait rien et que finalement, j'ai tout à lui montrer et que ça va se passer comme ça. Eh bien, pas du tout, parce que finalement, cet étudiant infirmier, il a aussi une expérience personnelle, une expérience professionnelle, il a des connaissances, il a des savoirs et que les réflexions qu'il peut apporter au regard de toutes ces connaissances à lui, eh bien, ça peut m'éclairer aussi dans ma pratique et la faire progresser, voire l'améliorer. Et cette approche par compétences, elle promeut ça. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on imagine que l'enseignement, plutôt que d'être centré comme auparavant sur des modules et sur des pathologies qui avaient un peu tendance à scinder les personnes par organes, là, on ne parle plus du patient, mais de l'individu bénéficiaire de soins qui est pris en charge dans sa globalité comme avant, mais qui est pris en charge aussi dans son environnement. C'est-à-dire que toutes les personnes sa manière de vivre, les personnes avec qui il vit et la manière dont il considère son bien-être sont tout aussi importants que les symptômes physiques qu'il peut dégager ou qu'il peut avoir. Donc en ça, la compétence, c'est plutôt la mobilisation des ressources personnelles et professionnelles de la théorie. Et ce qui est important, c'est que tout ça, c'est dans une situation dont on imagine que cette situation pourrait être transférable à une autre. Je m'explique. Je ne peux pas considérer que, par exemple, l'injection d'antibiothérapie, à partir du moment où l'étudiant sait remplir la seringue, piquer au bon endroit et pas faire de faute d'asepsie, je pourrais considérer qu'il maîtrise complètement cet acte, ce qui est en partie vrai. Mais pour qu'il ait la compétence, qui dans ce cas-là rentre dans le cadre de la compétence 4, mettre en œuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique, il faudrait que non seulement cet étudiant maîtrise la technique dont je viens de vous parler, mais qu'en plus, il connaisse la surveillance et les effets indésirables des anticoagulants, qu'il connaisse aussi la vie de la personne, en tout cas ce que la personne peut bien lui en dire, son environnement, pour que l'injection, il la réalise au bon moment et qu'il puisse en expliquer les tenants et les aboutissants à son patient et voir aux aidants à côté du patient. Donc, c'est vraiment, dans l'approche par compétence, on est bien plus large que dans le fait de réaliser des actes ou des activités de soins. C'est vraiment un ensemble de savoir-faire, de comportements, de connaissances que l'on va mobiliser dans une action et qui vont être adaptées aux exigences d'une situation. Voilà. C'est pour ça que du coup, les étudiants, ils sont évalués sur 10 compétences et pas sur leur dextérité ou leur capacité à recracher du vital sur les effets indésirables. Donc c'est plutôt quelque chose de très porteur pour eux, on peut l'imaginer, mais c'est aussi sans doute quelque chose de très perturbant pour vous, d'autant que si on approche de la réflexivité qui est un des prismes très importants de cette formation, vous pouvez vous demander ce que vous allez faire avec ça et comment vous allez vous en sortir. La réflexivité, en 2 mots, c'est plutôt la capacité de prendre du recul sur sa pratique, c'est-à-dire de réfléchir à l'action et en même temps au sens de cette action, donc tout de suite, mais aussi avec du recul. C'est-à-dire que je vais réfléchir à ce que je fais sur le moment, mais après coup, je vais me demander aussi comment j'aurais pu faire pour améliorer les choses. En fait, on considère que rien n'est acquis et que tout est toujours améliorable. Aussi bien pour l'étudiant que pour le tuteur qui l'encadre d'ailleurs.
Sauf que ce pas de côté demande parfois un regard extérieur, puisqu'il est difficile de faire et de se regarder faire en même temps, si vous me suivez. Pour l'étudiant, cette réflexivité, elle va s'appliquer notamment lors des APP, donc les analyses de pratique professionnelle. Donc les étudiants en ont une par 5 semaines de stage. Vous avez compris que les stages durent maintenant 10 semaines, donc ça veut dire qu'ils ont 2 APP pour un stage de 10 semaines. Pendant ces APP, l'étudiant c'est du temps de stage, mais qui se fait à l'IFSI ou sur un temps organisé par l'IFSI avec un formateur et en groupe d'étudiants pour réfléchir aux situations de soins vécues qui les ont interpellés. Par exemple, moi j'avais, lorsque je faisais des APP, donc avec un groupe de 12 étudiants qui étaient toujours les mêmes et avec des règles qu'on énonce à chaque fois qui sont la confidentialité, la bienveillance, le non-jugement évidemment. Une étudiante était venue en me demandant, en faisant une APP sur une situation de soins qu'elle avait contextualisée, en me disant bah là j'étais bien interpellée, bien embarrassée, puisque l'IDEL qui m'encadrait sur un soin d'hygiène à une personne âgée alitée me disait de mettre des gants, alors qu'elle n'en mettait pas. Et du coup, je ne savais plus quoi faire. Et effectivement, ce qui a interpellé cette étudiante, c'était de se dire, est-ce que finalement ce qu'on nous apprend à l'école, c'est ce qu'on fait en pratique? Et si l'IDEL me dit de le faire alors qu'elle ne le fait pas, qu'est-ce qu'elle considère être la bonne pratique? Bonne question. Bonne question. Alors, le but de l'APP n'est pas de dire elle a raison, elle a tort, c'est pas du tout ça. C'est plutôt de mettre en perspective des concepts de manière à comprendre la situation de soi en se disant, mais alors, pour vous, jeune étudiante, là, peut-être qu'on va aller chercher quels sont ce qui vous a posé souci ou posé question dans cette situation. Donc, comment est-ce que vous envisagez l'encadrement d'un étudiant infirmier? Tiens, allons chercher ce concept de l'encadrement d'un étudiant et qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on y met que le mimétisme ou est-ce qu'on y met d'autres formes de transmission de savoir? On peut aussi aller chercher ce que c'est que l'hygiène ou l'intimité. À quel moment j'enfreins l'intimité ou j'enfreins les règles d'hygiène si je mets des gants ou si j'en mets pas? C'est des questions importantes, ça aussi. La transmission des savoirs, ça je vous en ai parlé. Et finalement, tout au long de cette APP, on a développé ces différents concepts et d'autres qui là tout de suite, je vous m'échappe, pour qu'au final, l'étudiante, comme pour toutes les APP, finisse par une question de recherche qui débouchait sur est-on obligé d'être quelque chose qui disait en quoi il faut être d'accord avec ces valeurs pour pouvoir les transmettre. Voilà. Ce qui est presque un sujet de mémoire en l'occurrence, puisque les valeurs infirmières, est-ce que ce sont celles qu'on reçoit ou celles qui sont innées ou est-ce que ce sont celles qu'on construit? J'ai tendance à dire un peu des trois, mais voilà. Parce que la finalité de ce référentiel de formation, c'est de faire de nos étudiants et de nos futurs infirmiers, pardon pour la caméra, l'étudiant doit être amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif. Vaste sujet, hein, vous allez me dire. Je comprends, oui. C'est-à-dire qu'on demande à chaque professionnel de santé d'être capable d'analyser en globalité toute situation de soins, de prendre des décisions dans les limites de son rôle, on aime autant qu'il ne dépasse pas trop les limites, effectivement, et de mener des interventions seules ou en équipe pluriprofessionnelle. Bien, on est donc de plus en plus loin du rôle d'exécutant alloué aux infirmiers jusque dans les années 60. Et dont dans la pratique, on sait très bien qu'on n'y rentre pas du tout. Alors, pour ce faire, ça je viens de vous le dire, tac. Pour ce faire, le référentiel s'appuie sur 3 paliers d'apprentissage. Donc, le premier, c'est comprendre, c'est-à-dire qu'on attend à ce moment-là que l'étudiant acquiert les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la compréhension des situations. Par exemple, pour une injection, on va attendre qu'il sache maîtriser les règles d'hygiène et d'asepsie, qu'il connaisse la pharmacologie du médicament, les textes de loi qui encadrent le rôle infirmier sur prescription, qu'il ait des bases en communication, un peu la moindre des choses, qu'il possède et de la dextérité et aussi une idée de l'organisation adéquate du soin. Voilà, tout ça, c'est ce qui va être le premier palier d'apprentissage, qui va être le comprendre. Le second palier est, lui, sur l'agir. Donc, on attend là que l'étudiant mobilise les savoirs, ok,
Donc, les savoirs qu'il a acquis sur la première étape, il les mobilise là sur la seconde étape. Et en plus, il acquiert la capacité d'agir et surtout d'évaluer son action. Là, par exemple, si on reprend cet étudiant infirmier, non seulement il réalise le soin, mais il le fait après une lecture critique de la prescription. Il donne une information adaptée au patient puisqu'il a compris. Il réalise un calcul de dose tout à fait pertinent. Il fait une désinfection en 3 temps. Il prend en compte les besoins particuliers du patient. Il a une idée de la gestion des déchets, etc., etc., et bien d'autres. Et en tout cas, il est aussi capable de relever les points à améliorer. Donc là, on est déjà bien. Quand on a un étudiant qui est à ce niveau-là, on est déjà bien. Il y a un troisième niveau qui, là, pour le coup, on demande à l'étudiant de transférer. OK, il a tout compris. Mais vous savez qu'on peut être sûr d'avoir compris quelque chose que quand on est capable de l'énoncer et de le refaire. Eh bien, si notre étudiant il est capable de conceptualiser et qu'il est capable de transposer ses acquis dans des situations nouvelles, c'est-à-dire que là, sur les 2 premiers paliers, je vous parlais d'une situation de soins ou d'injection. S'il est capable de refaire cette situation, pas forcément d'injection, mais de soins en 3 temps, avec une asepsie, avec un patient particulier, etc., dans un autre contexte, bah dans ce cas-là, il a tout compris sur la compétence, il a tout compris sur la continuité des soins. C'est-à-dire qu'il pourra le faire à la fois sur des soins palliatifs, des soins de dépendance, des soins d'intimité, etc. Et ça pourra lui servir de référence dans une autre situation de soins qui fait appel à ces mêmes concepts. Voilà, donc je comprends que tout ça, c'est un peu de la théorie et ça paraît peut-être sans doute un peu loin de votre pratique, mais je vous assure que ça en est inspiré et que finalement, quand on s'y intéresse, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt bien pensé. Une autre chose qui a été un petit peu parachutée, là, pour le coup, pensée, j'en ai aucun doute, par nos gouvernements, en tout cas dans les IFSI, parachutée, ça c'est certain, c'est la mise en avant de l'interprofessionnalité avec la mise en place du service sanitaire à partir de septembre 2018, où là, d'un seul coup, il nous a été demandé de faire de la place pour que les étudiants infirmiers en 2e ou 3e année puissent monter un projet d'action en prévention primaire avec d'autres corps de professionnels de santé, d'étudiants professionnels de santé. Donc, on a eu quelques mois pour se rapprocher des étudiants maïeuticiens, des étudiants kinés, des étudiants dentistes, des étudiants médecins, pour mener en commun et en collaboration des actions de prévention primaire qui sont impactées sur le stage lieu de vie. Donc, le stage où vous avez normalement des étudiants infirmiers, les IDEB. Voilà, bon, ça a été très marrant. Dans certains IFSI, ça l'est encore. La collaboration avec les autres collègues étudiants de santé, de ce que j'ai vu moi, c'était pas ce qui était le plus opérant, en tout cas, chacun ayant sa chasse gardée. Mais ça peut donner des choses très porteuses et en tout cas qui donnent une autre vision du soin à nos étudiants infirmiers. Je me souviens notamment d'une action de service sanitaire qu'on a fait à la demande d'une mairie qu'on avait démarché, qui avait des points jeunesse. Les BIG, vous savez, les bureaux information jeunesse, où on propose des aides aux jeunes de 16 à 25 ans, à la fois pour les études, la formation, les démarches administratives, etc. Et eux, ils avaient remarqué que devant leurs locaux, qui étaient souvent ouverts, il y avait une petite margelle qui servait de point de rendez-vous pour les jeunes du coin déscolarisés et pas encore intégrés dans le domaine professionnel, qui, une fois qu'ils étaient réveillés, entre 14h et 18h, venaient ce côté-là et vendaient ce qu'ils avaient à vendre. Et c'était pas des brocolis, très sincèrement. Donc, donc eux, ils nous avaient sollicité en disant « Ah oui, vous voulez mener une action de prévention sur les addictions ?» Ah ben nous, ça nous intéresse parce que justement, devant chez nous, là, on a des jeunes qu'on aimerait bien essayer d'amener à réfléchir autrement leur rôle dans la société. Bon, alors là, pour le coup, c'était dit comme ça. Le contrat était un petit peu étonnant. Mais finalement, on a réussi à faire quelque chose en collaboration avec les animateurs de quartier qui les connaissaient très bien, en faisant un jeu de cartes. Les étudiants infirmiers ont conçu un jeu de cartes
de très grande taille, avec des cartes de très grande taille, qu'ils sont allés proposer aux jeunes du quartier sur, non pas c'est pas bien de fumer du cannabis, c'est pas bien de le vendre, c'est illégal, mais plutôt, est-ce que vous connaissez les méfaits du cannabis sur votre cerveau? Vous pensez que ça ne fait rien de plus que la chicha? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Avec des données tout à fait scientifiques, objectivables et inédites, surtout, qui ne culpabilisaient en rien ni les fumeurs ni les vendeurs de cannabis. Écoutez, c'était une grande première. J'ai eu l'occasion de les accompagner là-dessus. Je n'étais pas sûre du tout de moi. Et ben, ça a marché du feu de Dieu parce que des jeunes qui parlent à des jeunes sans les culpabiliser, sans y mettre la justice, la morale, la santé, mais plutôt vous qui vous êtes par rapport à ça, ça a marché du feu de Dieu. Donc ça, ce service sanitaire, vous les IDEL, vous allez sans doute en entendre parler puisque peut-être à l'occasion des maisons de santé ou des missions en collaboration que vous avez, vous pourrez être sollicité par des étudiants infirmiers ou d'autres étudiants professionnels de santé pour mener avec eux des actions de prévention primaire. Voilà. Donc, nous avons abordé jusque-là les nouveautés dans le référentiel de formation 2009. Maintenant, ce qu'il importe de savoir, c'est quels sont pour vous, les tuteurs, vos rôles et missions. Le rôle principal, de toute façon, que vous avez, c'est de concourir à la professionnalisation de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il soit, quand il est étudiant, c'est un futur professionnel. Donc, dans futur professionnel, il y a quand même professionnel. OK. Donc, on sait qu'il doit apprendre. On sait qu'il ne peut pas tout maîtriser, mais on attend de lui qu'il ait une attitude professionnelle. Donc là, je ne vous parle pas que du code de déontologie, du secret médical, etc. Je vous parle de l'attitude et de la posture d'un professionnel. Et votre rôle, à vous, ça va être de l'aider dans cette construction identitaire-là. Donc, pas seulement parce que vous allez lui apprendre comme savoir, mais aussi parce que vous allez lui communiquer comme posture et comme savoir-être. La note de synthèse de DGOS de 2016 vous indique qu'il y a 4 missions prioritaires aux tuteurs. Elle les a regroupées comme ça. Donc, la première, pardon pour le S qui manque à mission, c'est moi qui ai dû faire une faute de frappe. Donc, la première mission, c'est intégrer. Donc, ce qu'on attend de vous en tant que tuteur, c'est d'abord d'intégrer l'étudiant infirmier. Alors, intégrer, ça ne veut pas dire le présenter à tout le monde en disant « Tenez, voilà le stagiaire ». On est d'accord, ce n'est pas de l'intégration. L'intégration, c'est prendre un temps pour l'accueillir, lui présenter la structure, lui présenter les personnes ressources, regarder avec lui le portfolio dont il ne va pas se séparer et qui est vraiment un outil de transmission extrêmement important sur ces 3 ans de formation. Et puis, moi, je vous conseille aussi dans cette mission d'intégration de fixer d'ores et déjà le cadre réglementaire de votre collaboration sur ce temps de stage, en ce qui concerne les horaires, les absences, l'encadrement, etc. Une petite parenthèse à nouveau, vous verrez que chaque IFSI va vous remettre, quand un étudiant arrive en stage chez vous, il va vous remettre une feuille d'heure, on appelle ça communément une feuille d'heure, où l'étudiant va devoir référencer son amplitude horaire de la semaine et du mois, puisque ces indemnités de stage sont calculées en fonction de cette feuille que vous validez et certifiez. Et que pour certains IFSI, les temps d'APP sont des temps de stage, pour d'autres, c'est des temps à rattraper. Pour certains IFSI, les absences sont rattrapables, pour d'autres, ça ne l'est pas. Idem pour les jours fériés. Heureusement, alors, ce n'est pas tout à fait harmonisé, puisque le texte est assez flou là-dessus. Je ne peux que vous encourager à lire les notes qui accompagnent cette feuille d'heure, de manière à savoir, votre étudiant, à quelle sauce il sera mangé et qu'il n'essaye pas de vous biaiser ou d'en faire trop. Je rappelle qu'un étudiant doit faire 35 heures par semaine et doit avoir 2 jours de repos consécutifs au moins par période calendaire de 14 jours. Voilà, ça c'était pour le point réglementaire, parce qu'on ne sait pas toujours. Donc votre mission, je l'ai dit, la première, c'est de l'intégrer. La seconde mission que vous allez avoir auprès de votre étudiant, ça va être de l'accompagner. Donc, on privilégie plutôt dans l'accompagnement, c'est plutôt, c'est pas faire à sa place, c'est plutôt être à côté de lui, faire avec lui, ne pas faire à sa place, ne pas le laisser faire seul, dans une relation un peu symétrique, que vous savez très bien faire très, très, très souvent, sans savoir que vous le faites aussi bien. Et je vais accélérer un peu parce que je vois le temps qui tourne et je parle, mais
il y a des questions qui doivent arriver par la suite et donc j'aimerais qu'on ait le temps de les débriefer ensemble. Donc, la troisième mission que vous avez en tant que tuteur, c'est de former, bien sûr, hein, donc de confronter l'étudiant au plus grand nombre possible de situations de soins, puis d'évaluer tout. Alors, sur les feuilles de bilan qui sont intermédiaires ou le bilan final, où on vous demande de cocher des cases, de signer et de vous mouiller, entre guillemets, mais aussi tout au long du stage sur les situations de soins notamment. Donc, en ce qui concerne la pratique des IDEL dans le tutorat, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, ça change pour vous, les IDEL, dans ce nouveau référentiel, que vous allez davantage individualiser l'accompagnement de l'ESI en stage. Par exemple, vous allez… Ah, excusez-moi, il m'en manque un bout. Bon, c'est pas grave. Vous allez, par exemple… Ah oui, une chose importante, c'était ça que je cherchais à dire et que je n'ai pas dit tout à l'heure. Il ne faut jamais laisser seul l'étudiant infirmier en stage. On peut être tenté à lui laisser un bout de la tournée parce qu'il connaît bien les patients et que ceux-ci en sont d'accord. Sachez que s'il commet une faute, s'il commet une erreur et que vous l'avez laissé seul, vous êtes responsable civilement tout comme lui, mais en plus, vous pouvez être responsable pénalement. Donc, c'est quand même un petit peu embêtant pour vous. Donc, vous allez faire pour chaque étudiant en fonction de là où il en est. C'est pas parce que l'étudiant est en deuxième année qu'en deuxième année, on doit savoir ça. Non, pas du tout. Suivant le parcours de stage qu'il a eu, qu'il soit en deuxième année ou pas, c'est pas là-dessus que vous devez vous baser, mais plutôt sur son parcours à lui. Vous allez développer des situations de soins différentes. Évidemment, je comprends bien que pendant 10 semaines, vous n'allez pas laisser l'étudiant faire toutes les toilettes de vos personnalités et rien faire d'autre. Vous allez forcément lui faire développer d'autres situations de soins parce que c'est en situation qu'il va mobiliser ses ressources et donc développer des compétences. Vous allez aussi l'accompagner dans une démarche réflexive. Donc, ça va être lui poser des questions, non pas alors qu'est-ce que tu penses d'eux, mais peut-être lui demander s'il a des pistes d'amélioration, s'il a réfléchi à quelque chose, s'il y a quelque chose qui l'a interpellé, qu'il n'hésite pas à vous solliciter si c'est nécessaire. Et vous allez aussi vous approprier l'évaluation par les bilans de stage. Je peux comprendre que parfois ça peut vous paraître compliqué parce que quand on regarde les critères et quand on regarde l'exercice que vous avez l'impression que les items ne correspondent pas du tout à votre pratique. Dans les faits, ce que vous disent pas suffisamment les étudiants ni même les IFSI, c'est que vous avez des indicateurs insérés dans le portfolio qui sont là pour éclairer ces critères et vous aider à remplir ces bilans au plus près de votre pratique. Et justement, parce qu'on en parlait, ce référentiel, j'aimerais bien, moi, et tout le monde, que ça serve à établir des relations aussi bien plus solides avec les lieux de formation. Donc, idéalement, les IFSI sont censés vous proposer une journée partenaire par an, de manière à ce que vous puissiez poser toutes vos questions sur le référentiel de formation, sur l'accompagnement, sur sur tout ce qui vous passe par la tête. Et que vous rencontriez en vrai les personnes que vous allez pouvoir contacter si vous avez un souci ou une question. Ce serait idéal. Ah oui, et l'autre point important qui concerne là pour le coup les IDEL plus que tout autre infirmier, c'est que cette formation au tutorat paraît tellement importante pour les pouvoirs publics qu'ils ont décidé de la prendre en charge au titre de la DPC en plus des quotas habituels. C'est-à-dire que la formation est de 28 heures et ces 28 heures ne rentrent pas dans vos quotas habituels et vous pouvez la demander à tout moment. Elle sera en plus des formations auxquelles vous avez le droit habituellement, ce qui est plutôt tout bénéf pour vous et qui va dans le sens de la professionnalisation du tuteur qui risque d'être demandé, en tout cas c'est dans les tuyaux, dans les années à venir. Pour pouvoir accueillir un étudiant en stage, il faudra sans doute avoir la formation au tutorat. Donc, je vous recommande vraiment de la faire, d'autant que, je vous dis, elle est prise en charge par la DPC, elle est prise en charge au titre DPC pour vous, les IDEL, donc c'est gratuit. Et vous verrez à la suite de cette webconf que justement, là, actuellement, nous travaillons sur la finalisation de cette formation pour les IDEL, là.
et pour laquelle vous pouvez vous préinscrire dès maintenant d'ailleurs, puisque cette formation sera disponible sur la deuxième quinzaine d'avril. Vous retrouverez sur la dernière diapo toutes les personnes à contacter si vous souhaitez vous préinscrire aux formations. Voilà, et vous avez tout autant des Soraya, merci Soraya. Vous avez des fichiers à télécharger aussi qui sont à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de cette formation. Alors là, je vous avais fait une petite partie sur l'évaluation des acquisitions des compétences de l'ESI parce que j'avais cru comprendre qu'à chaque fois, c'était ça qui posait problème. Qu'est-ce que je mets? Quand est-ce que je le mets? Ce qui compte, c'est pas de regarder la compétence de l'étudiant en fonction de son année de formation, mais bien de là où il en est. C'est pas parce qu'on a validé la compétence liée aux soins d'hygiène et de bien-être sur le premier semestre, donc au tout début de sa formation, qu'on la valide à la fin de sa formation, puisque entre-temps, la situation s'est complexifiée et peut-être on le faisait très bien en EHPAD sur une personne valide, mais peut-être qu'on le fait très mal en psychiatrie sur une personne délirante. Voilà, par exemple, c'est ce qui me vient là, mais vous trouverez sans doute bien d'autres exemples pour expliquer qu'une compétence, elle est liée à une situation et que si elle est acquise à un moment, ça ne veut pas dire qu'elle est acquise tout le temps. Sur cette feuille de bilan, vous allez retrouver aussi un encart où on vous demande de mettre les points forts de l'étudiant. Donc là, je vous ai mis dynamisme, curiosité, collaboration. Ce qui me faisait beaucoup rire lorsque je recevais les feuilles de stage, c'est quand je voyais comme point fort ponctuel et souriant. Parce que je me disais, c'est quand même la moindre des choses. Il va quand même pas faire la gueule et arriver en retard, cet étudiant, il ne manquerait plus que ça. Donc non, comme point fort, là, on vous demande pas d'évaluer le savoir-être de l'étudiant, mais plutôt sa manière de se positionner en tant que professionnel, son sérieux, sa rigueur, son investissement, sa capacité à communiquer, etc., etc. Dans les axes d'amélioration, vous allez pouvoir mettre tous les objectifs qui restent à atteindre pour l'ESI. Donc, ça peut être la dextérité, le calcul de dose, la prise de parole en public, la traçabilité, beaucoup, et souvent, vous nous mettez la mise en lien, parce que ça, nos étudiants, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal. Et dans les commentaires, on vous demande d'expliquer les raisons pour l'acquisition ou la non-acquisition de compétences. En sachant que ces commentaires sont primordiaux, ils doivent être assez cohérents avec ce que vous avez rempli des compétences. Parce que si par exemple dans les commentaires, vous exposez toutes les difficultés, plein de difficultés pour l'étudiant, alors que vous avez validé toutes ces compétences, là, arrivé à la commission d'attribution des crédits qui donne les ECTS en rapport avec le stage, il y a comme une incohérence, un paradoxe, et du coup, on ne comprend plus ce que vous souhaitiez dire. Est-ce que le stage s'est bien passé ou non? On ne sait plus. Voilà, donc il est toujours intéressant que les compétences et l'appréciation soient en cohérence. Et ça l'est encore plus quand vous avez des écueils dans ce tutorat avec des étudiants qui vous posent problème ou parce qu'ils ont une posture inadéquate ou parce qu'ils manquent de recul ou parce qu'il a des méconnaissances, votre étudiant, ou alors parce qu'il n'arrive pas du tout à s'intégrer dans l'équipe, ce qui peut arriver. Moi, j'ai eu une étudiante qui sortait du bac, qui était rentrée à l'école d'infirmière, tout se passait bien, sauf qu'elle avait un tempérament bien trempé, avec un rapport à la hiérarchie et aux ordres qui n'était pas très très souple. Et donc, lors de son premier stage, lorsque les aides-soignantes lui ont demandé de faire quelque chose, elle l'a pris plutôt mal. Lorsqu'elle les voyait faire, elle disait non, pas question, moi je ne ferai pas comme vous. On ne peut pas dire que ça se soit très 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 bien passé. Donc, c'est quelque chose qui fait qu'ensuite on a été prévenu le plus tôt possible et c'était en chirurgie que se passait cette histoire. Et donc j'ai pu aller en tant que formateur référent de ce lieu de stage, je suis allée voir cette étudiante en stage en chirurgie le plus tôt possible, où on a essayé de recadrer un petit peu sur la posture, sur les incompréhensions, puisque du coup l'équipe s'était un peu braquée, se sentant dévalorisée dans les propos de l'étudiante. Donc voilà, j'ai servi de tiers médiateur. On a refait des objectifs à très court terme, c'était en termes de jours et de fin de semaine. Elle a continué son stage et ensuite l'équipe là en l'occurrence c'était le cadre, a fait un écrit pour expliquer quelles avaient été les difficultés avec cet étudiant. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque vous avez un étudiant qui pose souci, ce qu'on se dit, c'est comme dans les soins, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas.
Donc, si vous appelez le formateur pour lui dire que ça va pas du tout avec l'étudiant, il comprend rien de ce qu'on lui dit, ou il n'en fait qu'à sa tête, il ne met pas les barrières, ça fait plusieurs fois qu'on le reprend, il ne met pas les barrières pour un patient qui est gravataire. Si vous me le dites à l'oral, moi je n'ai aucune trace écrite. Et comme je vous l'ai dit, c'est donc la commission d'attribution des crédits et les instances de l'IFSI qui décident du sort pédagogique ou disciplinaire de l'étudiant. Tant qu'il n'y a pas d'écrit, tout ce qu'on se relate entre nous n'existe pas. Je vous incite donc à écrire le plus possible ce qui vous est arrivé avec l'étudiant de manière très factuelle. On va d'abord réaliser un entretien pédagogique avec l'étudiant, bien sûr, pour cibler avec lui et essayer de comprendre, contacter l'IFSI, un point en stage avec le formateur et l'étudiant, c'est ce que je vous ai dit en amont sur l'histoire de ma petite étudiante en chirurgie. Et alors là, si vraiment vous constatez des comportements extrêmement dangereux, alors dans les textes, ils disent des actes non incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est de dire stop, rentre chez toi, on ne veut plus te voir en stage. Oui, ça, je peux comprendre. Dans ce cas-là, vous contactez l'IFSI et c'est le directeur de l'IFSI qui décide s'il y a suspension de stage ou non, suivant les faits que vous allez relater par écrit. Je dis toujours par écrit. Bien sûr, on en avertit l'étudiant. Donc après, ou cet étudiant est remis à la disposition de l'IFSI, ou il est remis en stage ailleurs. Ça dépend de ce qui a été confirmé. Voilà, donc on vous demande un écrit qui va suivre l'étudiant dans son dossier pédagogique, bien sûr. En cas de suspension de stage, l'étudiant en général a honte et n'ose pas revenir récupérer ses affaires. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces... Entend ? Là, c'est bon. Ah, bon, alors je ne sais pas quand est-ce que le son a coupé. Je suis désolée. Nos collaborateurs nous disent que le son a été coupé pendant un temps, donc je ne sais pas où vous en êtes arrêté. J'étais en train de vous lire une question reçue par l'un d'entre vous qui me demande de préciser la responsabilité de l'IDEL en cas de faute commise par l'étudiant infirmier. Voilà. Écoutez, oui, effectivement, la responsabilité de l'IDEL est engagée parce que il est censé encadrer l'étudiant infirmier tout le temps et s'il laisse seul, par exemple, l'étudiant infirmier, le juge, en tout cas, enfin la personne compétente peut considérer qu'il y a un exercice illégal de la profession infirmière puisqu'il fait un acte
infirmier sans être encadré pour le faire. C'est subtil, vous allez me dire, mais c'est déjà arrivé. Dans des cas graves où les fautes, là pour le coup, relevaient de l'homicide involontaire, hein, donc on parle pas d'un pansement loupé là quand même. Hein. Donc là, la responsabilité civile est engagée comme toujours pour peu que vous avez un dommage, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Donc ça, c'est votre responsabilité civile, l'assurance que vous prenez habituellement. Et puis, la responsabilité pénale dans les cas graves, si, par exemple, on peut prouver que l'étudiant infirmier n'a pas été encadré comme il le devait. Alors, ah oui, je vois, il n'y a plus de son, il n'y a plus de son, il n'y a plus de son. Ah oui, j'en suis désolée, messieurs, dames, j'en suis désolée, effectivement. Vous retrouverez tout ce qu'on a pu dire en replay. Hein, n'hésitez pas, vous retournez sur le site de la conférence et vous aurez le replay, sinon pour voir ce qui vous a manqué. Alors, est-ce qu'il faut avertir son assureur au niveau de sa responsabilité? Bah oui, je vous conseille oui, bien sûr qu'il faut avertir votre assureur parce que pour lui, vous savez que les assureurs sont un peu tatillons et que si toutefois pour la responsabilité, l'étudiant commet un dommage, l'assureur peut tout à fait vous titiller et vous dire ah, vous ne m'aviez pas prévenu qu'il y avait un étudiant infirmier. Donc sachez que les étudiants infirmiers ont aussi une assurance professionnelle, hein, mais moi, je vous conseille quand même de prévenir votre assureur. Alors, mon cabinet n'a ni livret d'accueil ni charte d'encadrement. Est-ce que je peux quand même recevoir des étudiants en stage? Alors oui, ça c'est une chose que je ne vous ai pas précisée, mais il ne suffit pas de vouloir des étudiants pour en accueillir. Il faut être considéré, faut être agrémenté, c'est-à-dire avoir les agréments d'un stage qualifiant. Et dans ces critères, nous avons la rédaction d'un livret d'accueil qui peut être remis à l'étudiant et puis une charte d'encadrement qui signifie, si vous voulez, que les personnes encadrantes ont réfléchi à la manière dont ils allaient construire le parcours de stage de l'étudiant. Dans les faits, il n'y en a pas partout parce que ça demande du temps. Les formateurs des IFSI sont là pour vous aider pour les faire, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut vous demander, mais dans les faits, effectivement, si vous n'en avez pas, ça ne vous empêchera pas de recevoir des étudiants en stage. Bonjour, est-ce que l'on pourrait avoir en pièce jointe une trame des docs à remplir à la fin d'un stage avec nous? Et non, Manon me pose la question, mais Manon, je ne peux pas vous donner ça puisque les feuilles de stage qui existent, elles sont éditées par un imprimeur privé et si je vous les remets, du coup, j'exporte une image qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, je ne peux pas le faire. Après, Après, il y a d'autres moyens. Si par exemple, là, pour la formation tutorat, on s'est arrangé pour les remodifier à notre sauce, à en créer à notre sauce de manière à reprendre tous les critères et les indicateurs que vous retrouvez dans les feuilles de stage. Alors, ah, revoilà Manon, et juste une photo d'une première page. Eh bien, c'est toujours pareil, c'est un droit à l'image. Je peux pas. Les contacts avec les IFSI sont souvent distants, je trouve. Comment peut-on les solliciter? Ils sont comme vous, ils sont souvent assez débordés par Mont et par Vaux. Donc il y a la relation, il y a la réunion partenaire dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que je vous recommande, moi, c'est d'envoyer des mails et d'aller les voir directement, de prendre rendez-vous avec eux, de leur dire quel est votre métier, quels sont les soins que vous faites le plus, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à un étudiant infirmier. Est-ce que vous voyez plus un étudiant première année ou un troisième année, voilà. Et en fonction de tout ça, ils pourront tout à fait communiquer avec vous sur quelque chose qui coïncidera, tout à fait. Pourquoi pas un cadre référent à tous les terrains de stage? Parce que les terrains de stage, lorsqu'on est à l'IFSI, les terrains de stage, il y en a à peu près 150. Donc c'est compliqué d'être référent de 150 terrains de stage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un étudiant en stage sur un de ces terrains, nous allons le voir, bien sûr. Enfin, l'idéal serait d'aller le voir. Je ne vous dis pas que c'est toujours possible. Donc, ce serait le même qui irait sur une période courte de 10 semaines qui ferait 150 visites de stage. Ça paraît un peu compliqué.
Mais vous avez raison. Les IFSI essayent de trouver des parades pour être au plus proche des terrains de stage parce que nous sommes cadres formateurs, c'est avant tout cadre infirmier, donc c'est avant tout infirmier et être sur les terrains de stage, c'est quand même ce qui est le plus important et ce qui nous manque le plus. Vous avez tout à fait raison. Et puis en plus, ça évite de dire trop de bêtises aux étudiants et d'être complètement déconnecté de la réalité du terrain. Ça, c'est une évidence. Dans mon IFSI en 99, un cadre intervenant dans chaque stage pour chaque étudiant et classe de 80 étudiants infirmiers. Alors attendez, dans mon IFSI en 1999, un cadre intervenait dans chaque stage pour chaque étudiant et classe de 80 étudiants infirmiers. Waouh, génial! Oh, c'est super ça, je vous remercie de ce témoignage, ça fait rêver, ça fait complètement rêver ce que vous dites là. Ce serait super si on pouvait aller voir tous les étudiants à chaque stage, ce serait génial. Là où j'ai travaillé, malheureusement, ça n'était pas possible, puisque la charge de travail ne le permettait pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alternance fait que quand les troisième années sont en stage, en cours, il y a les premières et les deuxièmes années, et parfois les aides-soignants ou d'autres formations paramédicales. Donc, c'est pas parce qu'il y a certaines promos qui sont en stage que pour autant les formateurs n'ont rien à faire, puisqu'ils dispensent des cours en direct aux autres promotions. J'ai une autre question là. Tac, tac, tac. Ah, je la vois plus. Attendez, je remonte. Je remonte pour voir la question. Que se passe-t-il pour l'étudiant si le stage n'est pas validé? Si le stage n'est pas validé, c'est-à-dire que des compétences ont été considérées comme non acquises, ou en tout cas ce stage n'a pas permis à l'étudiant de valider des compétences. Ça, c'est vous, tuteur IDEL, qui en avez jugé ainsi. Et vous l'avez commenté dans la rubrique commentaires avec les points forts, avec les axes d'amélioration pour expliquer pourquoi pour vous, cet étudiant n'avait pas acquis les compétences. Donc, lorsque son dossier passe à la commission d'attribution des crédits, il n'a donc pas les ECTS qui correspondent à son stage. Il n'a donc pas 10 ECTS. Donc, ce stage sera à refaire, c'est-à-dire qu'il aura un stage de rattrapage habituellement pendant l'été d'une durée de 4 à 6 semaines, suivant le projet pédagogique, sur un domaine qui correspond à peu près à celui sur lequel il a été en difficulté. Voilà. Donc, vous ne mettez pas en péril sa formation parce que vous ne validez pas, vous ne validez pas l'acquisition de compétences. C'est-à-dire qu'il peut les acquérir à un autre moment sur un autre stage. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu des étudiants faire leur formation en 6 ans. Donc, ne vous inquiétez pas, ils y arrivent quand même. Tac, tac, tac. Alors, très, très intéressant ce que vous abordez, une étudiante infirmière de 3e année. Merci beaucoup, Clara, mais ceci dit, vous êtes quand même plus à même que moi de savoir ce qu'on fait du tutorat, j'imagine. Pourquoi il n'y a plus de MSP? Eh bien, Martine, il n'y a plus de MSP parce qu'on considérait que finalement c'était du cinéma qui mettait en difficulté les étudiants infirmiers et les équipes sur quelque chose qui était simulé sans vouloir dire que c'était simulé. Je m'explique. On savait par avance que votre formateur allait venir vous évaluer, par exemple, sur un prélèvement veineux, voilà. Et donc, alors que jamais dans le service, il y avait un chariot propre, alors, le jour de la MSP, comme par hasard, tout le monde avait sa blouse avec son badge, les tubes étaient présents au bon endroit, les chariots étaient propres, la patiente, elle était nickel. C'était tellement préparé que finalement, à part mettre l'étudiant en stress sur sa dextérité, ça n'apportait pas grand-chose. Voilà. Voilà pourquoi il n'y a plus de mise en situation professionnelle. On peut le regretter, on peut s'en réjouir, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plein d'autres façons d'évaluer les compétences d'un étudiant infirmier, pareil. Oui, vous êtes quelques-uns à me demander des documents, des trames sur les feuilles de stage, les feuilles de bilan de stage. Malheureusement, non. Je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir parce que les exemplaires que nous avons, alors je sais pas, je vous le montre quand même, vous allez comprendre ce que je vous dis. Les 4 formateurs, on se base sur ce document que vous avez tous, les étudiants infirmiers, hop, vous avez tous ça aussi,
qui est donc édité par un éditeur privé qui s'appelle Berger-Levrault, et c'est lui aussi qui édite et imprime les feuilles de stage. Donc, vous en faire une copie ou une copie d'écran signifierait que je m'attribue le travail de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas le droit de le faire. Mais je vous dis, pour la formation tutorat, on a réfléchi à un autre support que je vous invite à venir voir plus tard sur cette formation tutorat si ça vous intéresse. D'ailleurs, j'y pense, sur le showroom, il y a donc la possibilité d'avoir accès à notre catalogue de formation, mais vous avez aussi la possibilité d'essayer certaines formations, dont je crois un cours de la formation tutorat, où vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble une formation en e-learning sur ce thème-là. Voilà. Il y en a d'autres aussi, mais là, je reconnais que les thèmes m'échappent. J'ai mis le lien sur le chat. Ah, Soraya, qui est décidément toujours aussi formidable, a mis le lien sur le chat. Voilà, donc vous allez pouvoir essayer en direct une page qui était une des premières sur la formation tutorat infirmier. Donc, vous ne verrez pas ce que vous m'avez demandé là sur les feuilles de stage, parce que, pour tout vous dire, je suis en train de le faire. Ah, ah. Donnez-les-nous. On est curieux. On est curieux de quoi, ma petite dame? Manon est curieuse. Manon, de quoi êtes-vous curieuse? Allô, Manon? Manon de Marseille. Ah, des thèmes accessibles au forum, sur le forum. Merci Manon d'avoir répondu à ma question. Alors, Manon, dites-moi, maintenant que Soraya a mis le lien sur le chat, est-ce que vous voyez les thèmes accessibles sur le forum ou non? Alors, il faut que vous vous rendiez sur l'espace. Pas encore, ok. Donc, il faut que vous vous rendiez sur l'espace showroom. Et donc là, vous verrez l'ensemble des stands, des webconf. Donc, celle-ci est la dernière. Nous finissons ensemble le congrès virtuel des IDEL. Et donc, vous allez pouvoir revoir toutes les webconf de ces 3 derniers jours par des liens qui vous amènent au replay. C'est ça, je ne dis pas de bêtises? On va les mettre. Vous allez les mettre tout de suite. Et l'espace showroom permet d'accéder. D'accord. Et donc, c'est sur l'espace showroom que vous allez aussi avoir l'accès à des extraits de formation pour les tester, voir les interactivités, etc. Voilà. Oui. Qu'est-ce que je vois d'autre? Tac, tac, tac. Oui, sur la réflexivité, je vois quelque chose comme ça. Alors, le terme paraît compliqué, mais en fait, c'est très, très simple. Et c'est un peu comme Monsieur Jourdain, hein, vous le faites sans savoir que vous le faites. Mais comme l'infirmier fait beaucoup de choses pour lesquelles il n'est pas payé et qui sont des actes invisibles, la réflexivité a au moins le mérite de vous faire prendre conscience de ce que vous faites sans savoir que vous le faites. On sait que les étudiants sont en souffrance aujourd'hui. Comment ça se passe avec le Covid pour les étudiants infirmiers? Ah oui, alors il y avait une enquête de la FNESI en 2017 qui disait que les étudiants infirmiers étaient extrêmement en souffrance. Il y en avait 1 sur 3 qui prenaient des anxiolytiques. Ils étaient dans un état de stress assez incroyable qui peut s'expliquer par plein de raisons que je ne vais pas vous détailler là. Et effectivement, l'épidémie de la Covid les a pas épargnés puisqu'ils ont été réquisitionnés dès le mois de mars pour certains, dans certaines régions pour faire des tâches qui n'étaient pas forcément les tâches qu'ils avaient choisi d'appréhender en 2e et 3e année, puisqu'ils, lorsqu'ils étaient en unité Covid, ils servaient plutôt de renfort, en fait. Voilà. Certains ont été malades, d'ailleurs, malheureusement, ou s'inquiétaient pour leur famille, parce que dans leur famille, ils avaient des gens qui étaient vulnérables. Bon, là, ça a l'air d'aller mieux quand même. Bien, mais écoutez, je vois qu'il est 16 heures. Je suis ravie de ce temps d'échange que nous avons pu avoir ensemble, d'avoir pu vous expliquer un petit peu ce qu'était le tutorat infirmier. J'espère vous avoir donné envie
d'aller voir cette formation et les autres sur Santé Format Pro, parce que vous verrez qu'elles sont en général, on reconnaît la patte et on reconnaît la patte des experts parce qu'elles sont faites par des personnes qui s'y connaissent dans le domaine infirmier. Voilà. Donc, c'était la dernière webconf. Moi, ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'appeler toutes les personnes qui ont collaboré pour ce congrès virtuel et de les appeler à venir se mettre dans la lumière eux aussi. Je vous assure que c'est un travail de titan qui a été piloté entre autres par Soraya qui se cache là-bas et qui a vraiment sollicité l'énergie de chacun. Voilà. Allez, venez tous. Venez tous. Ah, si vous venez, je mets un masque, hein, par contre. Hop. Venez, venez. Venez, venez. Est-ce que je bouge la caméra pour vous voir tous? Possible, oui. Allez, moi, ils m'ont assez vu. C'est bon, ça fait 1 heure qu'ils ont ma tronche. Ah, et voilà l'équipe de Santé Format Pro qui a contribué à ce congrès virtuel. Soraya, je vais m'occuper de la caméra. Va. C'est là la caméra. C'est là. Les voilà, les voilà. Donc là, vous avez un échantillon de tous ceux qui ont travaillé durement pour ce congrès virtuel, pour que les connexions se passent, pour que tout aille bien. Derrière les masques, vous allez reconnaître la voix de certains interlocuteurs que vous pouvez avoir en ligne lorsque vous avez des questions à poser sur des conseils DPC notamment. Voilà. Et oui, ils bossent aussi, hein. C'est pas tout ça, hein. Voilà. Merci à tous pour votre participation et puis on espère vous retrouver nombreux sur les prochaines éditions du congrès virtuel des ISEL. Voilà. À très bientôt. À bientôt. Allez, on y va. D'accord.